Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce plateau de KTO Magazine pour une émission aujourd'hui consacrée à l'anorexie, le point sur un problème grave, trop souvent ignoré. L'anorexie qui touche aujourd'hui 2% des femmes. Ce refus de s'alimenter traduit en tous les cas un mal-être profond et peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé. Comment reconnaître ce trouble du comportement alimentaire? Quelles sont les solutions véritablement pour sortir de cette souffrance? Faut-il préconiser obligatoirement des méthodes radicales, les électrochocs, l'enfermement? Comment traverser cette maladie tout simplement avec le Christ? C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec nos invités ici présents. Commencer par le docteur Nathalie Godard. Bonjour docteur, vous êtes pédopsychiatre spécialisé sur l'adolescence et sur les troubles du comportement alimentaire. À vos côtés, on accueille Jacqueline Kellen. Bonjour madame, bonjour. Vous êtes vous auteur du livre La fin de l'âme, une approche spirituelle de l'anorexie, publié aux Presses de la Renaissance. Et puis troisième invité, Jackie Sinclair. Bonjour madame. Vous êtes vous auteur d'un autre livre, Anorexie, mon amour, aux éditions Heures de France, où vous relatez vos propres souffrances. Voyez tout d'abord ce reportage de Véronique Hamel. Il constituera pour nous la base de notre discussion. Regardez. Jeanne Scott a 25 ans. Elle a très tôt connu des troubles dans son comportement alimentaire. Absence de nourriture, contrôle du corps et des émotions. Elle a mis un terme il y a 2 ans à sa propre souffrance. Les premiers signes, en fait, c'était vers 14 ans. Vers 14 ans, j'ai commencé à avoir ce problème, mais à ne pas comprendre que c'était ça. Mais l'anorexie est aussi une maladie de l'expression. Pour Jeanne, le refus de nourriture n'est que la face apparente de la maladie. Derrière elle se dissimule un véritable mal de vivre. L'anorexie, je pleurais jamais, je ne pouvais pas. C'était absolument impossible. Et quand j'avais du chagrin, j'avais des migraines d'une violence. Mais incroyable, ça pouvait durer 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et maintenant, j'ai plus jamais de migraine. Parce que quand je ressens quelque chose, quand je suis heureuse, je le dis. Quand je suis triste, je le dis. Jeanne a rencontré plusieurs spécialistes des troubles du comportement alimentaire, sans trouver l'aide recherchée. La période la plus grave a duré 1 an, à peu près entre 18 et 19 ans. Où je mangeais vraiment presque pas, quand je mangeais quelque chose, je supportais pas. J'en étais vraiment malade physiquement. Mon entourage a commencé à s'apercevoir que ça devenait extrêmement grave. Et j'étais obligée de consulter des gens. Mais j'ai pas trouvé d'aide. Absolument pas. Un jour, un médecin la sépare de sa mère. Jeanne vit alors seule dans un appartement, un difficile face-à-face avec elle-même. C'est ça qui a fait que j'allais mieux. Parce qu'il n'y avait plus personne pour m'embêter à savoir tu manges pas, pourquoi tu manges seulement une feuille de salade, pourquoi est-ce que tu as mangé aujourd'hui, non mais regarde ce que tu fais dans ton assiette. Ça a été encore plus difficile parce que tant qu'on doit se protéger du regard des autres, tant qu'on doit se justifier de tout, ça donne de l'énergie. Mais quand on est tout seul en face de soi, on est obligé de commencer à se poser d'autres questions et un jour on se dit que ça ne peut plus durer. Et enfin en tout cas c'est ce qui m'est arrivé.
Et je me suis dit, mais c'est absolument pas possible, je vais pas passer ma vie à souffrir comme ça. En plus, je suis toute seule. Donc, c'est pas... Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à faire de la peinture. Jeanne accède à sa guérison intérieure. Elle peint Marie-Madeleine après sa rencontre avec le Christ et assouvit ainsi la faim de son âme. Dans le tableau qui est là, j'ai essayé de mettre en image justement cet amour absolu et immédiat qu'elle a eu. Maintenant, comme c'est fait, j'ai l'impression que ça a été fait avec un coup de baguette magique. Alors que c'est pas du tout le cas, ça a été énormément de travail. Et tout ça, je l'ai cristallisé, j'ai essayé de le cristalliser en une seule image, et en me servant de Marie-Madeleine, justement. Parce que c'est beaucoup plus fort que de parler de soi, et que j'aurais pas pu parler de moi, j'aurais pas pu prendre autant de recul. Et ça m'a infiniment libérée de pouvoir faire ce tableau. En tout cas, ça m'a permis d'écrire le point final. Parce que ça a été infiniment libérateur. Ça a été une façon de me montrer aussi que c'était fini, surtout à moi. Une autre façon pour elle de se dire « je t'aime ». Voilà, retour sur ce plateau de KTO Magazine où nous allons commenter ensemble ce reportage que nous venons de voir. Tout d'abord, peut-être une réaction à chaud, en commençant par vous, madame. Oh, ça m'a fait de la peine, ça me fait revivre trop d'horreur, parce que moi non plus, comme la jeune femme là, personnellement, je n'étais pas aidée, j'ai cherché de l'aide, je n'ai pas trouvé de l'aide. Même on a enfoncé, hein. Mais on a vraiment enfoncé. Ouais. On a empiré les choses. Bon. Donc, par analogie... Vous êtes comparé un peu à cette dame? Non, c'est pas qu'on se compare. Tout le monde est unique dans la maladie comme le reste. Mais évidemment, si vous avez passé des années à crever de faim et il y a quelqu'un qui est tout triste qui dit la même chose, non, mais entre anorexiques, on est solidaire. Oui, mais elle est en passe de s'en sortir. Hein, donc ça, Pardon? Elle est en passe de s'en sortir, cette jeune femme. Elle est en passe, mais je pense pas qu'elle est complètement... Enfin, ça prend des années. Hein. Oui, mais ça, on y reviendra bien sûr tout au long de cette émission. Avec vous, madame, une réaction peut-être à chaud? Chez ces jeunes filles ou jeunes femmes, moi je suis toujours très sensible à la lumière et à la soif immense qui émane d'elle. Je trouve ça très, très touchant. Moi, je ne la sens pas tant souffrante que cela, mais en effet tendue par une immense soif qu'aucune aide de ce monde ne peut combler. Et ce n'est pas un hasard si elle rencontre l'amour qui seul peut sauver les humains, qu'ils soient anorexiques ou non, et qu'en même temps elle peigne. Je trouve qu'il y a une issue dans la création artistique qui signe en effet que l'individu est libre. Donc elle s'est libérée de ses peurs, de beaucoup d'autres choses aussi, de sa souffrance en effet, quand elle dit qu'elle n'est plus enfermée en elle, ou que ce n'est pas cela l'intéressant. En effet, l'intéressant n'est pas l'individu, qu'il soit anorexique, boulimique ou mangeant normalement, c'est en effet ce qui sort de lui, c'est le chant qui sort de lui. Et l'art est un exutoire en fait pour elle? Non, mieux que ça, c'est une résurrection. C'est pas un hasard si elle peint Marie-Madeleine. Oui. On reviendra avec vous bien sûr sur cette philosophie en règle générale tout au long de cette émission. On va commencer par vous, docteur. Hein. Alors tout d'abord avec beaucoup de questions qui nous viennent bien naturellement à l'esprit. Comment devient-on anorexique? Je pense qu'on n'y vient pas par un seul chemin en fait. L'anorexie, pour moi, je le conçois comme un carrefour. On arrive par différents chemins parce que chacun a son histoire. Et la particularité, c'est qu'on arrive dans une situation qui semble une situation similaire pour tout le monde. Parce que, je veux dire, dans l'image de chacun, mais aussi dans la description médicale, je veux dire, il y a une espèce de masque physique qui fait, entre guillemets, que tout le monde se ressemble, mais aussi sur le plan psychologique. Et on y arrive par des chemins de souffrance qui se constituent très longtemps, souvent en arrière, sur l'histoire individuelle, parfois sur l'histoire familiale, parce qu'il y a des souffrances qui s'accumulent sur plusieurs générations. Et puis, à un moment donné, on rencontre une réaction, je dirais une façon d'être qui vous permet d'avoir une économie de fonctionnement qui vous sauve, parce qu'à un moment donné, c'est opérant. Ne pas manger, ça donne une énergie, ça donne... Il y a une espèce d'image de soi qui se construit, qui fait que tout d'abord, l'individu va trouver quelque chose de positif, et puis entrer dans une spirale qui devient négative, et à ce moment-là, c'est la maladie, c'est l'état de maladie. Ouais, il y a quand même un élément déclencheur. Donc. Alors, un élément, non.
une histoire qui fait qu'il y a Ouais. une accumulation de choses. Avec des ramifications, ce que vous Voilà, disiez tout à l'heure. des strates qui peuvent s'accumuler au fil du temps. Mais pourquoi subitement quand même ce refus de manger qui se matérialise quand même à un moment donné? Alors, déjà subi, je ne suis pas sûre qu'il soit si subi que ça. C'est-à-dire que quand on reprend les histoires, les choses viennent au fur et à mesure quand même. Oui, et il vient un point où la goutte qui fait déborder la vase. Je me rappelle très clairement, je suis entrée en anorexie et c'était très bizarre, je comprenais absolument rien à l'époque. Mais je me rappelle que les choses étaient tellement affreux, et j'étais tellement désespérée. J'allais déjà très mal, juste comme Nathalie vient de dire, il y a des strates. Oui, on va revenir sur votre histoire. Mais j'allais dire qu'un jour, j'ai dit, OK, je ne mangerai plus et puis tout ira bien. Oui, c'est ça. C'est Donc, ce que Nathalie dit. Et voilà. exactement. Et donc, bien sûr, de nombreuses adolescentes se sentent concernées par ces problèmes de poids, mais toutes, bien sûr, ne sont pas anorexiques. Absolument, ouais. Donc, il y a une nécessité de rétablir l'équilibre à ce niveau-là. Alors, les problèmes de poids, si on regarde tous les magazines féminins, de toute façon, c'est partout. Il faut perdre 2-3 kilos avant l'été, ou il faut être mince pour être bien. Enfin, il y a une espèce d'image. Maigrir comme ça. à tout prix, quoi. Voilà. Mais certains adolescents vont essayer, vont faire un petit régime, et puis c'est tout. Ceux qui vont basculer, c'est qu'il y a autre chose derrière. Ça n'est pas qu'un problème de poids. Alors, il n'y a pas de profil type pour vous? Non, anorexique. je crois justement, moi, je voudrais vraiment dire ça, c'est qu'il n'y a pas un profil type. Mais quand même, quand on regarde les cas qui se multiplient aujourd'hui, puisque c'est vrai que c'est une maladie qui touche non seulement de plus en plus de monde, mais en plus des gens de plus en plus jeunes. Alors, le plus en plus de monde, je voudrais nuancer ça. C'est-à-dire qu'actuellement, arrivent aux soins de plus en plus de gens, avec une information de plus en plus importante. Or, on sait que l'anorexie a toujours existé. On retrouve des exemples au XVIe siècle, on retrouve des choses très très anciennes. Et puis, de plus en plus jeunes, il semblerait qu'effectivement aussi, on dépiste des gens de plus en plus jeunes, et que ce soit sur cette tranche d'âge qu'il y ait une augmentation des cas. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une augmentation des situations d'anorexie mentale au total. On peut parler quand même de maladie. Vous employez ce terme, vous? Alors, moi, je dirais que c'est un état de maladie quand il y a un aboutissement d'un état de dénutrition complet. Le chemin qui amène à cet état de maladie, il est varié. Il y a des jeunes gens qui vont s'y engager et qui n'accéderont jamais aux soins et qui vont s'en sortir. Vous en avez d'autres qui vont accéder à leurs soins de médecin généraliste et qui vont s'en sortir. Et vous en avez d'autres qui vont encore suivre un parcours qui est plus difficile et qui vont s'installer dans une situation qui va durer des années. Alors, on dit que ces jeunes sont victimes d'une situation parentale très difficile et de rapports tendus avec leurs parents ou en tous les cas très complexes. Alors là encore, j'aimerais ne pas mettre un schéma type parce que il y a des situations familiales extrêmement variées. Par contre, ce qu'il y a de commun, en tout cas pour les adolescents, parce qu'il y a des anorexies qui se déclarent à l'âge adulte, ce qu'il y a de commun, je dirais, à l'adolescence, c'est la situation dans laquelle se trouve l'adolescent, qui est une situation de conflit, une situation instable et qu'on affronte avec les armes qu'on a pu construire au fil du temps ou avec, je dirais, ses capacités à affronter ces conflits. Et je pense que ce moment peut être un moment de révélation particulier pour une fragilité ancienne. Donc à 90%, en gros, ça se déclare pendant l'adolescence, c'est ça? Oui, schématiquement. Ouais. Et à 90%, ça touche les femmes. Oui, aussi. C'est une maladie féminine. Même au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, 10% effectivement des jeunes gens qui sont soignés sont des garçons. Ouais. Mais on voit beaucoup moins de garçons, effectivement. Et comment expliquer ça? Alors là, il y a des tas d'hypothèses autour de la féminité, autour de l'image du corps, autour des pressions sociales. On n'a pas d'explication à 100% de cette histoire. Mais ce qui est très étonnant, en fait, c'est à vous écouter, on se rend compte qu'il y a beaucoup de questions et puis finalement peu de réponses concrètes. Absolument. Je crois qu'il faut rester humble à ce jour. C'est-à-dire qu'on a des hypothèses, on n'a pas un ensemble de certitudes. Mais c'est vrai pour beaucoup de situations dans le domaine psychiatrique, mais aussi médical. Alors, ensuite, il y a le problème de la prise en charge qui se pose et qui pose problème. Parce que faut-il couper précisément l'adolescente de ses parents? Ça, c'est la grande question, l'interrogation maintenant depuis plusieurs décennies. Réponse très, très alambiquée des uns et des autres. Avec des courants théoriques, de pensée qui ont évolué au fil du temps, qui ont pu être très violents à l'égard des parents, des mères en particulier, qui, je pense, évoluent beaucoup. Je pense qu'il y a encore des pratiques qui ne sont pas homogènes, justement, ce qui pose problème. Mais je crois que le maître mot, en tout cas pour les adolescents actuellement, c'est d'impliquer les parents. Et je ne pense pas qu'une rupture, et c'est la position de notre équipe, une rupture comme ça, arbitraire avec les parents, règle les problèmes. Ouais. Un accompagnement vers l'autonomisation d'un adolescent qui se trouve à une période de sa vie où il prend son autonomie, oui.
Une coupure, non. Et pourtant, c'est ce qui est préconisé généralement, non? Je pense que ça l'a été peut-être plus de façon plus agressive il y a 20 ou 30 ans. Je pense que les choses sont présentées autrement, même si dans les soins, à certains moments, il y a des séparations du milieu de vie, du milieu familial. Et pourquoi ces séparations précisément? On l'a vu à travers l'exemple de Jeanne tout à l'heure, hein, cette séparation lui a été salutaire finalement avec sa mère, puisqu'elle a pu à partir de ce moment-là recommencer en fait à se nourrir à peu près librement. Alors, elle a eu la ressource aussi d'être seule et de pouvoir affronter ça, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a différents types de séparation. Alors, il est vrai aussi qu'à l'adolescence, les adolescents qui n'ont pas ce genre de difficultés vont aussi être accompagnés par leurs parents vers une prise d'autonomie. Donc, je dirais que cette prise d'autonomie, elle est aussi naturelle. Et puis, il y a les séparations qu'on peut préconiser dans des situations plus graves, comme les hospitalisations, par exemple, qui ont, j'allais dire, mauvaise presse actuellement, qui sont très décriées, qui est une pratique que nous avons. Nous n'avons pas une pratique d'isolement dans le service où je travaille, mais une pratique de séparation, et que l'on défend comme un moment de reconstruction des espaces personnels de chacun, c'est-à-dire des parents d'un côté, des jeunes gens d'un autre côté. Donc ça, moi, je peux l'exposer très longuement, si vous voulez, mais c'est vrai que ce moment de séparation pour permettre à chacun de se reconstruire et de se retrouver dans de bonnes conditions est quelque chose qui nous semble important. Donc il y a une nécessité, d'après vous, de remettre tout à plat, finalement, et de reconstruire sur des bases plus saines? Oui, et que chacun puisse aussi se retrouver l'énergie d'affronter une situation difficile. Alors, cette prise en charge, comment expliquez-vous qu'elle n'ait lieu, finalement, que trop tardivement? Alors, je ne suis pas sûre qu'elle ait lieu trop tardivement. Je pense que là encore, en fonction des rencontres, en fonction des moments, certains vont arriver aux soins très précocement et d'autres très tardivement. Mais je crois que c'est lié aussi à la nature même de ces difficultés qui font que les jeunes gens qui souffrent de ces difficultés dénient totalement en souffrir, disent qu'ils ne sont pas malades. Et je pense qu'un entourage qui lui-même est très pris par ailleurs, qui pour différentes raisons n'est pas très attentif, peut passer à côté de ces difficultés. Ouais. Il peut y avoir un déni de l'entourage également, non? Oui. De la même façon. Oui. Et à partir de ce moment-là, donc, il y a une prise de conscience, notamment du corps médical, de l'urgence de la situation? Alors, il y a différents, je dirais, niveaux d'alerte. Parfois, l'école est le premier niveau d'alerte. Et je crois qu'il faut que les parents puissent entendre ce premier niveau d'alerte. Et puis, parfois, on intervient dans des situations qui sont dramatiques. Je dirais que c'est exceptionnel quand même que ce soit le corps médical qui prenne la décision de la mise en place des soins. Parce que de toute façon, il faut que les gens arrivent aux soins pour qu'on puisse les rencontrer. Alors l'exemple là, de cette jeune femme n'est pas si spectaculaire que ça, parce que finalement, elle est en train de se reconstruire, on la voit reprendre du poids. Mais ça peut aller très vite, cette chute de pondérale? Elles sont variables, certains vont jusqu'à perdre 4-5 kilos par mois, oui, ça peut aller très vite. Et c'est d'autant plus grave, sur un plan strictement médical, que la perte de poids est rapide, oui. Est-ce qu'il y a un seuil en dessous duquel il y a vraiment danger de mort? Est-ce que c'est une question relative au poids ou Alors c'est compliqué, le poids joue effectivement, la rapidité de la perte de poids joue, et puis un ensemble d'autres éléments qui mettent en compte des facteurs physiques, je dirais, mais il y a effectivement des limites de réalité et de danger vital qui peuvent être atteintes, oui. Ouais. On sent en tout cas chez ces personnes, dans les cas qu'on rencontre, Madame va peut-être nous le confirmer tout à l'heure, mais quand même un très fort sentiment de solitude. C'est peut-être ce qui lie toutes ces personnes entre elles, non? Vous n'avez pas ce sentiment? Le sentiment de ne pas communiquer avec autrui, oui, puisqu'en fait, toutes les relations finissent par passer par la nourriture et les conflits autour de la nourriture, et elles sont effectivement, alors je dis elles parce que la plupart du temps ce sont des jeunes femmes, elles sont, je pense, murées dans leur univers et entrent difficilement en communication avec les autres. Donc il y a une sorte de vide intérieur qui s'exprime de cette façon-là, quoi, et qui se traduit par... De vide intérieur, non, parce que beaucoup ont une grande richesse. Je pense que le fait de ne pas communiquer avec autrui ne témoigne pas qu'à l'intérieur, on n'ait pas une énorme richesse. En tout cas, d'aspiration non assouvie, c'est plutôt comme ça qu'il faut présenter les choses. Voilà, oui. Ouais. Et alors, les thérapies, sur quoi se font-elles? Je crois que c'est important de donner un peu ces clés aux téléspectateurs qui nous regardent. Alors, déjà, il faut se représenter, parce que je pense que pour des gens qui sont extérieurs à notre profession, il y a un panel de courants théoriques. Et différentes choses peuvent être proposées en fonction de l'endroit où on va s'adresser, en fait. Il y a des services comme le nôtre, je vais commencer par là, qui ont une orientation psychanalytique. Il y a des gens qui ont une approche qui sera plutôt systémique autour des relations familiales, et il y a des gens qui ont une approche plutôt comportementale. L'ensemble de ces différentes approches
à mon sens, peuvent être utiles à chacun. Je crois qu'il y a un choix à faire. Le problème, c'est qu'actuellement, sur le territoire français, en l'occurrence, il y a plutôt pénurie des lieux de soins et qu'on se retrouve à consulter auprès de gens et on n'a pas un réel choix. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les équipes qui accueillent ce type de jeunes gens peuvent être soit, en fonction des régions, des services de pédiatrie, des services de médecine, des services de psychiatrie, Ouais. mais il y en a souvent un et il n'y en a pas plusieurs. Alors sur la région parisienne, on est dans une situation exceptionnelle où on peut choisir, ce qui n'est pas le cas sur l'ensemble du territoire. Oui, mais comment choisir en fonction de quels critères objectifs? Puisque vous-même, vous dites qu'il y a 3 solutions, mais en fait, chacun doit défendre sa propre chapelle, non? Je pense que les choses sont beaucoup plus ouvertes maintenant. Je crois qu'il y a des critères d'âge aussi qui fait qu'on arrive à un système de soins ou à un autre. Et d'autre part, moi je dirais qu'au-delà des théories, qui sont nos techniques finalement, il y a la rencontre. Ouais. Il y a la rencontre et la confiance qu'on peut mettre dans cette rencontre. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Ouais, donc d'après vous, c'est vraiment la rencontre qui est la clé pour mieux comprendre et pour arriver à une solution au La final. rencontre et une continuité, bien que je pense que dans la relation thérapeutique qu'on instaure, il y a souvent des choses qui sont complexes, des échanges qui peuvent être difficiles, et que je crois qu'il faut pouvoir passer certains conflits, certaines difficultés et tenir dans le temps. Parce que ce sont des traitements qui durent plusieurs années. On parle justement de rapports très difficiles, en règle générale, entre le médecin et le patient, parce que ce sont des domaines sensibles. Les rapports ne sont pas toujours difficiles, mais les sentiments, les échanges qu'on peut mettre en place vont causer des émotions, des ressentis, des choses compliquées. Et puis, aussi, il y a des moments dans les soins. C'est-à-dire que quand il y a un risque vital, je crois que le choix ne peut pas être laissé au patient à un moment donné. Parfois, il est donné aux parents, parfois, il est donné à l'entourage, et que les médecins vont présenter des choses qui peuvent être imposées aux patients. Ce qu'il faut, c'est toujours créer un espace de négociation pour qu'il puisse lui-même trouver sa place et se réapproprier les soins. Plus on s'éloigne de ce danger vital, plus la mise en place des soins va utiliser la participation active du patient. Et je crois que l'objectif, c'est d'arriver à une autonomie dans la vie, mais aussi à une autonomie dans les soins, et que ce soit le patient lui-même qui puisse gérer ses soins. Donc il y a le sentiment, d'un côté, une possibilité de transfert, c'est ce que auquel vous faites allusion, et puis d'un autre côté, cette radicalité des soins que vous préconisez, et qui peut vous mettre en porte-à-faux vis-à-vis du patient lui-même, et même éventuellement de sa famille. Je pense qu'on peut aussi, ce qu'on propose, nous, contourner cette difficulté en différenciant des espaces de soins différents. C'est-à-dire qu'on préconise un consultant, un psychiatre, qui s'occupe, j'allais dire, d'éléments de réalité. Il rencontre les parents, il rencontre les jeunes gens, il coordonne les contacts avec un médecin qui va peser, s'occuper des problèmes somatiques et être amené à prendre des décisions, par exemple, d'hospitalisation. Et puis créer un espace propre à l'individu autour d'une thérapie individuelle. Est-ce que les parents aussi ne doivent pas être pris en charge? Ils le sont parfois même. C'est tellement implicite dans notre pratique que j'oublie d'en parler. C'est-à-dire que pour nous, en tout cas pour les adolescents, il est indispensable que les parents soient pris en charge en tant que parents. Et puis, il faut pouvoir parfois aussi élargir les choses à la famille, frères et sœurs compris. Et les parents qui se sentent coupables, car nombreux sont ceux qui ont ce sentiment. Alors, il y a tout un travail d'accompagnement. Je pense que pour travailler avec eux, qu'ils ne sont pas responsables au sens d'une responsabilité directe de ce qui se passe pour leur enfant, que par contre, ils sont forcément impliqués aussi bien dans l'histoire de leur enfant, au travers des générations, que dans l'histoire propre de leur enfant, et qu'il faut qu'ils s'impliquent dans les soins et que leur implication est particulièrement utile et importante. Ah ouais. Écoutez, merci infiniment donc pour toutes ces précisions. On va vous faire intervenir bien entendu au cours de cette émission sur des problèmes bien précis. Alors là, je me tourne vers vous, madame, avant d'entendre un nouveau témoignage en la matière. Comment en Occident sommes-nous arrivés à cette forme de liquidation de l'âme? Car pour vous, c'est là finalement le nœud de l'affaire. Oui, c'est une hypothèse, parce que la médecine actuelle, conventionnelle et officielle, n'a pas en effet pour but de s'occuper de l'âme. C'est pourquoi la plupart du temps, elle travaille sur le symptomatique, en effet. Et là, en ce qui concerne l'anorexie, mais beaucoup d'autres maux, que moi je mets entre plein de guillemets, d'autres maladies, eh bien, elle ne s'inquiète ou elle ne s'occupe que du somatique ou du psychologique. Or, je continue de combattre
sur le plan spirituel ou de témoigner sur le plan spirituel. Ce n'est pas une tâche facile. Et c'est pourquoi j'avais envie de rappeler qu'il y a un autre étage, si je puis dire, en l'être humain, ou une autre énergie, une autre force, un autre amour. Et ça pouvait peut-être donner non pas une solution, parce qu'il n'y a pas de solution, mais une ouverture. Donc pour vous, c'est une quatrième branche par rapport aux 3 énoncés par le docteur tout à l'heure? C'est une autre possibilité, ce qui ne veut pas dire que les soins physiques, les soins qui s'adressent au psychisme soient inintéressants. Simplement, ce qui est dommage, c'est que lorsque l'on parle, on évoque une approche spirituelle, on a droit systématiquement à une sorte de mépris ou d'ironie de la part de beaucoup de soignants. Je ne dis pas tous, mais de beaucoup de soignants. Et qui apparemment ont le monopole de ces maladies, alors que la réciproque n'est pas vraie. Donc moi, ce qui m'a interrogée par rapport à cette maladie, telle qu'on l'appelle, c'est qu'elle progresse ou elle est à peu près stable, comme le docteur Godard l'a rappelé, mais en tout cas qu'elle est présente avant tout dans les pays riches d'Occident, ou les pays asiatiques occidentalisés. Étrange. On n'imagine pas une anorexie mentale ou psychique, on ne l'imagine pas dans un pays démuni, dans un pays affamé justement. On ne l'imagine pas et ça n'existe pas en Afrique, dans les pays du Maghreb, etc. Excusez-moi, juste un mot, parce que le docteur veut vous corriger, visiblement. Moi, je crois que c'est des choses qu'on a beaucoup dites et qui s'avèrent de moins en moins vraies. C'est-à-dire que je crois qu'il y a aussi des priorités de santé publique dans les pays qui n'ont pas, je dirais, des ressources extrêmement importantes et que la détection de ce genre de situation n'est pas extrêmement bien faite. Et il y a de plus en plus d'articles dans la littérature internationale qui vont dans ce sens-là. Oui. Et le deuxième point, c'est que je pense que la France, par exemple, au XVIe siècle, n'était pas un pays, c'était un pays où il y avait des familles quand même. Et on retrouve quand même des histoires qui sont compatibles avec des histoires d'anorexie. Oui, mais toutes les histoires que l'on connaît bien avant le XVIe siècle, c'est lié, toute l'histoire de l'ascèse et de la frugalité, c'est éminemment lié à la spiritualité et aux pratiques des moines et des ermites. Et à ce moment-là, ça veut dire que dans ces siècles-là, apparemment, la notion de frugalité ou d'abstention des nourritures terrestres ne posait pas question ou ne paraissait pas violente comme elle l'est de nos jours. Moi, ça me paraît très simple. Je ne dis pas que j'ai raison, mais je dis on peut, si on veut en effet apaiser leur faim intérieure, je pense qu'on peut laisser la porte ouverte. Et ce qui est troublant, c'est cette simple chose. Si elles refusent les nourritures terrestres, c'est peut-être qu'elles ont soif ou faim d'autres nourritures. Donc ça part d'un constat, moi, qui m'a paru évident et qu'apparemment toute la société ne fait que contourner, parce qu'on se dépêche de trouver des solutions ou des pratiques, des traitements, comme vous l'avez signalé, de tout genre, mais comme si c'était pour surtout empêcher de nous d'être mis en question. Donc notre société, et qui devient en effet mondiale, globale, où les seules valeurs, ou du moins les seules valeurs montrées et admises, sont le profit, l'argent et un pseudo-bonheur spirituel. Donc pour vous, la cause du mal, en fait, c'est la sécrétion par la société d'une certaine forme de vision. Oui, ce n'est pas la société, c'est nous qui la composons, mais la plupart des citoyens ne font que répercuter ces valeurs. C'est pour ça l'autre sujet tabou dont on ne parle jamais, c'est le suicide des jeunes, et de plus en plus jeunes. Quel est le sens qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'on leur propose? D'avoir 3 voitures, de préparer sa retraite à 18 ans, de passer d'être une star éphémère. Enfin, ce sont vraiment des buts qui ne vous donnent pas envie de vivre et donc, pas envie d'espérer. Donc pour vous, madame, c'est une maladie de l'âme. Je dis maladie. En tout cas, la question qui me semble intéressante à poser, c'est depuis Charcot, en effet, on a dit, ou un petit peu avant, c'est en effet psychologique ou hystérique, puisqu'à l'époque tout était hystérique et donc il faut enfermer ses filles. Je dis simplement, ce serait bien de se poser la question, est-ce que c'est une maladie du comportement alimentaire ou est-ce que ça cache autre chose? Est-ce que c'est pas autre chose qui s'exprime par le biais, tout simplement, de la nourriture? Cette société, ou peut-être leur entourage, ou les valeurs qu'on lui propose à cet anorexique garçon ou fille, eh bien, ça ne lui coupe l'appétit,
ça ne lui donne pas envie de manger ou ça lui donne envie de vomir. Bon, c'est une lecture que je peux faire en prenant exprès des métaphores extrêmement simples. Et dans toutes les traditions, et éminemment dans la tradition chrétienne, il y a sans cesse ce rappel quand même d'autres nourritures et que la vie est plus importante que la nourriture et le corps que le vêtement. Enfin, il ne s'agit que de ça, du véritable pain de vie ou de la vraie nourriture qui n'est pas de ce monde. Alors, si à ces adolescentes qui ont soif d'autre chose, on ne leur parle que de nourriture terrestre et que de matérialité, elles qui ont une autre soif, une autre espérance, je pense qu'on ne les comprend pas. Alors elles sont en effet coupées, elles ne communiquent pas comme vous l'avez dit, parce qu'en fait, elles se sentent absolument coupées d'une communauté humaine qui devrait les entendre. Or, j'ai l'impression que le grand cri qu'elles poussent n'est pas entendu, parce qu'il nous remet absolument en question. Il nous remet en question dans notre vie, dans notre sens de vivre, dans les valeurs que nous proposons. Donc ce n'est pas du tout un miroir agréable, donc il vaut mieux enfermer ces brebis galeuses et les taxer de maladie, plutôt que d'écouter peut-être qu'il y a autre chose dans la vie. Alors on vous écoute avec beaucoup d'intérêt, mais on a envie de vous poser la question, mais pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce sujet et précisément pour des raisons justement de combat spirituel. Parce que il y a des injustices, le combat spirituel fait partie, a pour tâche aussi de rappeler des grandes évidences ou des vérités éternelles, et je ne suis pas religieuse, mais cela ne gêne pas, pour parler. Et d'autre part, il y a ce besoin de venir au secours de ceux qui n'ont pas la parole. Et moi, c'est en lisant des témoignages, en voyant en effet des jeunes femmes, très jeunes femmes qui s'exprimaient dans des émissions, ça m'a absolument bouleversée. Parce que je me disais, ce sont des jeunes femmes qui n'ont fait aucun mal, qui n'ont pas commis de crime. Leur seul crime que leur reproche en effet l'entourage, les soignants, la société d'une façon générale, le seul crime c'est d'arrêter de se nourrir. Et à ce moment-là, on les enferme, on leur supprime toute compagnie, on les empêche, même si ça s'est adouci de nos jours, on les empêche de lire, d'écrire, d'avoir le moindre objet affectif, de communiquer avec quiconque, leurs proches, leurs amis ou d'autres. Donc je me disais, mais de quel crime sont passibles ces filles et qui n'ont même pas le droit à la parole? Et comme elles sont mineures, elles ne peuvent pas s'opposer à cet internement. Oui, mais n'est-ce pas pour leur bien? N'est-ce pas une question n'est-ce pas une question de survie? Malheureusement, on a fait beaucoup de choses atroces pour le bien des gens et pour le bonheur des peuples. Donc, moi, j'ose dire, puisque je n'ai rien à perdre, moi, je ne représente aucune institution. C'est pour ça que j'ai une parole extrêmement libre. Je n'ai pas de soins à proposer. Je dis simplement, c'est insupportable. Si on a le sens de l'innocence et de la justice, il me paraît insupportable de continuer d'accuser ces filles, puisqu'elles sont majorité, ces filles de tous les maux, de tous les mensonges et de la perversité, tout ce qu'on entend. Alors, moi j'en ai rencontré après, pas avant, j'en ai rencontré après, et qui m'ont dit que ça faisait du bien, en effet, d'avoir un autre regard à leur sujet. Mais encore une fois, leur attitude, elle est intransigeante et d'un tel idéalisme que c'est insupportable, je pense, pour les proches, et qui n'ont qu'une envie, c'est de se séparer de ces filles qui empêchent de tourner en rond et de continuer à ronronner comme on nous le dit. Mais au-delà du constat pur, ce que vous faites dans tout votre livre, qu'est-ce que vous préconisez réellement? Je préconise qu'on se souvienne de ce qu'on appelle l'âme, qui est en effet invisible sous le microscope, qui échappe à toute thérapie. Et le combat spirituel, ça veut dire aussi rappeler qu'il ne peut pas y avoir de confusion, ce que la société fait sans arrêt. Il n'y a pas de confusion entre le psychologique et le spirituel. Ce qu'on appelle l'âme au sens de l'esprit spirituel n'a rien à voir avec le psychisme. Donc, il est important, il peut être utile d'avoir recours à des soins, en effet, liés au corps, liés au psychologique, donc ce que font les psys de tout genre, mais il y a quelque chose qui est irréductible et qui demande infiniment à s'exprimer, qui est l'esprit. Et cet esprit a une soif infinie de liberté, de lumière, d'amour et de création. C'est pour ça que je pense la plupart de ces jeunes gens qui sont ou déprimés ou suicidaires ou anorexiques, etc., peuvent trouver une issue, non pas avoir une solution, mais trouver une issue, en effet, soit vraiment dans une vie spirituelle, si tant est que certains leur en parlent, soit dans la création, soit dans l'altruisme, en donnant
leur effort, leur attention, leur bonté, leur générosité par rapport aux autres. Parce qu'il y a une soif aussi, ce que je sens et qui est bouleversant, il y a une soif d'amour infini, j'allais dire chez tout un chacun. Je me dis, moi toujours, mais à partir de quel moment les adultes ont-ils renoncé? À quel moment ont-ils renoncé à leurs rêves, à leur immensité de rêve et d'amour? À quel moment ont-ils dit on fait ce qu'on peut ou on se contente du médiocre? Et à ce moment-là, ces jeunes filles qui ont l'air tellement idéalistes, tellement intransigeantes, font peur parce qu'elles nous renvoient un miroir peu sympathique sur toutes nos... Eh bien, tout ce qu'on a laissé aller, tous nos a priori et surtout nos échecs ou ce à quoi on a renoncé. Elles ne renoncent pas. Donc, je pensais qu'elles ne se disent pas malades, en effet. Et elles sont prêtes à mourir. Comme les... elles sont des martyrs, si je puis dire, et c'est sans blasphème, elles sont des martyrs de leur foi. Simplement, leur idéal, personne dans leur entourage ne leur parle d'un idéal autre que l'idéal social ou familial. Il serait temps de les nourrir sur un plan spirituel. Donc à vous entendre, c'est vraiment la maladie de l'incompréhension, quoi. Il y a un mur qui sépare, en fait, un fossé qui sépare ces jeunes femmes touchées par la maladie du reste de la société, finalement. Non, ce n'est pas une maladie d'incompréhension, c'est que l'esprit n'est jamais reçu et l'esprit se confronte toujours aux ténèbres du monde. Et ceux qui parlent d'esprit et d'amour, en général, finissent sur un bûcher ou crucifié. Et notre société n'arrête pas de recouvrir ces cris qui veulent dire que l'homme est destiné à une destination autre. Donc ces jeunes femmes, pour moi, sont, sans le savoir la plupart du temps, des sortes de prophètes qui crient dans le désert et qui sont prêtes à s'affamer, à mourir pour délivrer une parole qu'elles jugent essentielle et que personne, et surtout pas leurs proches, veulent entendre parce que cette parole prophétique est insupportable, parce que ça nous tire de nos habitudes, de notre confort et de nos préjugés, en effet. Donc c'est épouvantable, alors on va, soi-disant, les soigner. Moi, je ne pense pas qu'elles soient malades, je pense qu'elles représentent la santé inaliénable et irréversible de l'esprit. Donc je parie, moi, sur la vie spirituelle. Moi, je ne les vois pas comme malades. Elles peuvent l'exprimer et je n'approuve pas du tout elles risquent leur vie et leur santé à ne pas se nourrir. Moi, je ne dis pas bravo, continuez de ne pas vous nourrir. Mais je dis félicitations à ces vaillantes qui persistent quoi qu'il arrive. Simplement, je leur dis, c'est mieux d'avoir un corps et d'avoir un équilibre de santé pour continuer à délivrer ce que vous avez à dire. Ouais. Avant de passer à Madame Jackie Sinclair pour son livre et cette nouvelle expérience en la matière, peut-être un point avec vous, docteur, sur ce qui vient d'être dit, et notamment sur cette version de Madame qui dit que finalement les médecins et les psychiatres plaquent leur schéma favori en oubliant l'essentiel. L'essentiel étant cette vertu de l'âme qui n'est pas prise en compte. Moi, je peux vous suivre sur certaines dimensions, parce que sur les dimensions que vous exposiez, sur les pertes de valeur dans la société, sur l'espèce de dépression des adultes qui fait que les adolescents sont en souffrance, et c'est une dimension de société réelle et qui, je pense, joue, vous avez raison, sur tout ce qui est tentative de suicide, tout ce qui est souffrance psychique des adolescents, indépendamment des diagnostics ou des choses comme ça. Par contre, j'ai du mal à vous suivre sur l'accompagnement de l'expression de leur souffrance jusqu'au bout, je dirais, parce que pour moi, ça résonne avec la mort. Enfin, il y a plusieurs situations de jeunes gens qui sont morts dans des soins palliatifs, par exemple, parce qu'on a estimé qu'ils faisaient leur propre choix. Et là, je ne peux pas suivre jusque-là sur le plan de l'individu. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire au niveau du groupe, je trouve que c'est difficile de le défendre au niveau de l'individu. Et ça pourrait être, je dirais, le terrain que pourraient utiliser certaines jeunes filles qui sont en difficulté pour poursuivre leur chemin, je dirais, sur cette dimension-là, en disant c'est mon choix, et puis j'exprime des choses. Et je pense que donc quand elles ont une fait... vision jusqu'au boutiste qui peut être dangereuse. Oui, parce que quand elles ont fait le chemin inverse, généralement, elles revoient les choses autrement et elles apprennent à exprimer ce qu'elles ont exprimé autrement, comme peut le faire d'ailleurs de façon très intéressante cette jeune femme au travers de l'art, qui est une voie extrêmement intéressante. D'autres, ça va être l'écriture, d'autres encore, ça va être une pratique particulière dans un domaine où elles excellent. Mais pour pouvoir réussir à exprimer ça, déjà, il faut pouvoir entrer en relation avec l'autre. Et je crois qu'elles sont vraiment, moi j'insiste, murées sur cette absence de relation, et que si on n'intervient pas à un moment donné pour les aider à exprimer tout ce qu'elles ont au fond d'elles, elles en meurent. Oui.
Alors, vous, Jackie, c'est le troisième et dernier témoignage. Tout commence en fait dans votre livre, hein, dont je rappelle le titre, Anorexie, mon amour, aux éditions Heures de France. Vous relatez en fait votre propre histoire, hein, avec comme commencement, point central, l'hôpital Saint-Clément, avec le pavillon 47. C'est là qu'atterrissent finalement les psychotiques, les dépressifs, les repêchés d'une tentative de suicide et donc aussi des anorexies. Oui. Et donc, vous allez nous décrire un peu, finalement, toutes ces différentes étapes qui vont émailler la prise en charge de l'individu. Et vous allez nous relater ce sentiment très, très partagé, hein, qui vous habite alors, puisque vous êtes complètement déphasé entre vos propres sentiments et puis finalement la réalité qu'on essaie de vous plaquer. C'est bien ça? Non. Alors, corrigez le tir. Alors, je ne sais pas où commencer. Jacqueline, je peux comprendre où vous êtes arrivée pour dire ce que vous venez de dire. Mais désolée, je ne suis pas une martyre, je ne suis pas une prophète, je ne suis pas du tout, rien de tout ça. C'est vrai, quand même, là où je peux dire, je commence à voir pourquoi on peut éventuellement tenir un discours de spiritualité et soif de l'âme. C'est que les anorexiques, enfin je parle pour moi, chaque anorexique est un individu, chaque personne malade est un individu et en psychiatrie plus que le reste. Mais il y a une séparation du corps et de l'esprit, c'est vrai, et moi, c'est vrai, je voulais être, et j'étais pas seule, je crois, un pur esprit. Je disais souvent, c'était bizarre, j'aspire à la pureté. Je m'habillais en noir ou en blanc, j'avais des images totalement non corporelles. Oui, je voulais être un pur esprit. Donc vous vous retrouvez dans la description de madame, finalement. Non, justement, parce que j'ai une autre explication. C'est-à-dire que l'anorexie donne une force, un sentiment, force de surpuissance extraordinaire. Et si on se trouve dans un état où on est vulnérable à ce point, ce qui vient, c'est que, j'ai dit brièvement tout à l'heure, j'étais très très délabrée, très malheureuse, j'avais très peur de tomber dans une dépression que je ne voulais absolument pas à tout prix. Un beau jour, je me suis dit, ok, je ne mangerai plus jamais et tout ira bien. Alors, même à moi, ça paraissait étrange. Je me suis dit, ah bon? Ok, j'ai arrêté de manger. C'était une souffrance absolument atroce parce que ce que les gens ne disent jamais, c'est que les anorexiques ont faim. Tous les médecins que j'ai vus, ah bon, vous avez faim? Mais évidemment, le corps, c'est le corps. Mais nous, on nie le corps. Mais le corps souffre exactement pareil que quand on est dans un camp de concentration, c'est pas différent. Alors le corps, c'est affreux. Mais ce qui se passe là, c'est vrai, c'est plus fort. Mais c'est pas l'âme. C'est le sentiment de contrôler. Donc il y a une faim qui se matérialise, qui se concrétise, évidemment. Et puis il y a une résistance Il y a une psychique. résistance absolue. Et ça se met en place très rapidement. Dès que le poids commence à tomber, on a le sentiment qu'on peut tout contrôler. On est très forte parce que vous autres, comme un des mortels, vous avez besoin de manger, mais moi non. Je suis plus forte que vous. Je peux contrôler exactement mon corps. Il va faire ce que je veux. Il va devenir squelettique, je veux devenir un squelette. Vous avez perdu combien de kilos, vous? Oh, mais je suis arrivée à 32, je crois. 32 kilos, ouais. Oui, mais... Donc en danger de mort. Non, mais c'est... Bien sûr. Mais ce qui est complètement horrible, c'est qu'à l'époque, pour le poids, je faisais des graphiques pour m'encourager. Et il y avait les dates et puis le poids. Et puis je notais 35, 34, 32. Mais moi, j'aurais continué à l'infini. J'aurais allé à 29, 28, 26, jusqu'à mort s'en suive. Et puis c'est... Voilà, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas... Donc rien ne pouvait arrêter cette chute infernale. Alors on vous a interné quand même. Oui. Hein, vous avez été en cellule, donc coupé du reste de la société, coupé de votre famille. Et là, Oui. ça n'a pas suffi en fait à vous remettre en chemin. En partie quand même. Pas du tout. C'est la preuve, je suis la preuve vivante que l'isolement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que je viens de vous parler de ce sentiment. Que... Bah, vous êtes quand même en vie là aujourd'hui. donc Ah c'est- oui, mais pas à cause de ça. Ah Pas bon, à cause de à cause l'isolement. de quoi alors? À cause de, en partie... Ou grâce à plutôt. Oui. J'ai fait une analyse
Et j'ai trouvé de la gentillesse. Les deux choses sont nécessaires. On a arrêté de maltraiter. Parce que là, c'est la maltraitance. Moi, j'étais enfermée dans une cellule où on m'a... 11 mois, quand même. Et puis, ce qui s'est installé, c'était des rapports de force épouvantables. C'est le médecin qui est venu, qui disait « vous mangerez », et moi, je disais « non, je ne peux pas, on ne peut pas ». C'est ça qu'il faut comprendre, on ne peut pas, c'est pas qu'on ne veut pas, parce que ça s'installe vite. Et alors, le truc, c'est que si moi, j'avais cédé à ces pressions, il enlevait la toilette, il allait enlever la lumière, c'était tout le système affreux. Si j'avais cédé, moi, je me sentais comme un moi que rien. J'avais perdu toute ma puissance et j'allais tomber dans une dépression. C'était un enfer, je ne pouvais pas céder. Et lui non plus, il ne pouvait pas céder, parce qu'il ne voulait pas que je meure. Je comprends. Vous n'avez jamais eu à l'esprit le sentiment qu'il agissait pour vous et bien pour sûr, votre bien? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, je n'ai pas de règlement de compte. C'est juste que là, j'ai écrit mon livre, je parle. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas faire comme ça. Une fois qu'on rentre dans un affrontement comme ça, entre le médecin et l'anorexique, eh ben, c'est fichu. C'est fichu parce que, soit, qu'est-ce qui arrive? Soit lui, il gagne. Moi, je me sens faible, absolument affreux, pire de rien parce que j'ai mangé. Et quitte à remonter la pente de non manger plus fort encore, ou moi j'ai gagné, je meurs peut-être, mais j'ai gagné. Quoi qu'il arrive, il faut que je trouve cette puissance. C'est ça le truc, c'est le contrôle et la puissance. C'est pas une quête de l'âme. Si, moi j'appelle puissance, cette puissance indestructible de l'esprit. Quand je parlais de martyr, ce n'est pas l'aspect violent de donner sa vie. Martyr, ça veut dire témoin, témoin de quelque chose. Et je dis que ces filles, sans le savoir souvent, c'est après, se témoignent de quelque chose qui résiste justement, qui résiste à la mort, à la perte de kilos, à la dégradation de l'être, et quelque chose qu'on appelle soit l'âme, soit l'esprit, au sens principe spirituel de l'être. C'est ça. Donc cette puissance que ces jeunes filles éprouvent, et de façon radicale, en effet, cette puissance, elles pensent que c'est leur volonté, leur contrôle, ça s'exprime ainsi. Mais au fond, c'est ce qui résiste à tout, moi que j'appelle l'esprit, et non pas la volonté humaine, qui est petite par rapport à l'esprit. Mais moi, ce qui me touche j'ai beaucoup, un esprit. J'espère. Je suis un être spirituel et je ne le place pas du tout là. Pas du tout. Mais vous êtes quand même posé un certain nombre de questions sur les causes de cette maladie. Oui. Vous avez essayé de remonter, donc vous avez fait bien sûr. une psychanalyse, hein, ce que vous disiez tout à l'heure. Et ça remonte à quoi, d'après vous? Est-ce que vous arrivez à délier les nœuds? Mes nœuds à moi, pas les nœuds aux autres. C'est le truc important à savoir, c'est dans le cas où il y a l'affrontement, ce qui est à éviter, mais enfin, médecin anorexique, il faut éviter le rapport de force. Mon histoire à moi, je peux vous le raconter, mais mon histoire à moi et toutes les autres, à la limite, c'est pas intéressant. Tout ce que je peux dire, c'est que je sentais qu'il fallait que je rentre dans l'anorexie pour me sauver. Et qu'après, c'était un tour de force, un château fort dont je me sentais protégée. Je ne pouvais pas me permettre d'en sortir. Seulement, bien sûr, la mort était au bout. Et donc puis, quand on est maltraité comme ça, comme je dis dans mon livre, parce que c'est la maltraitance et la violence, quand on fait ça, mais on veut mourir, oui. Vous avez été maltraité aussi auparavant, hein, par un homme, dites-vous dans le livre, hein, je crois, ou en tout cas en parallèle, hein, un homme qui n'aimait pas les femmes. Ah oui. Vous savez, je suis bien informé quand même. Hein. D'accord, celui-là. Est-ce qu'il n'y a pas des causes aussi à ce niveau-là? Est-ce que ça ne remonte pas à un passé plus ancien, vous voyez, à des problèmes affectifs également Ça, non, c'était ça, l'homme qui aimait pas les femmes. L'homme qui aimait pas les femmes a fait de sorte que j'ai perdu un travail que j'ai adoré. Et c'était un choc terrible parce que justement, je n'avais pas le contrôle de la situation. Ouais. Moi, je faisais un boulot. Vous aviez l'habitude de peindre, de dessiner, vous étiez dans la radio. Hein, oui. C'est ça. Oui, j'étais animatrice. Et donc, c'était bien, j'adorais ça, tout allait bien. Et puis tout d'un coup, plouf, j'avais pas un mot à dire. Alors, il nous reste... En anorexie, on a un mot à dire. Oui. Hein? Justement, hein, il nous reste 3 minutes. Ce que j'aimerais, c'est qu'en 3 minutes, vous nous
disiez, vous nous expliquez ce qui vous a permis aujourd'hui de sortir en fait la tête de l'eau. Ah, ce qui m'a permis de sortir. Bon, premièrement, l'analyse, il faut faire le boulot. Tout le monde a un boulot à faire si on est malade comme ça. Que ce soit une analyse ou que ce soit une thérapie, selon l'âge, selon la personne, il y a ça à faire. Il y a des soins, il faut qu'ils soient séparés. L'hôpital est nécessaire, mais pas méchant, gentil, fleurs, vêtements, couleurs, vie. Il faut donner envie aux gens de venir vers la vie et non pas les pousser dans la mort. Alors, aller vers la vie, être gentil, voir que la vie vaut la peine. C'est tout simple, mais c'est ça. Faire le boulot dans la tête. Et puis ensuite, je me suis donné... Là, j'étais plus ou moins sortie. J'ai écrit mon livre. Je vais de mieux en mieux. Je vais de mieux en mieux parce que j'ai décidé d'apprendre à vivre. Moi-même, autodidacte. J'apprends la vie. Donc vous avez quand même eu la force et les ressources nécessaires pour rebondir. Ce que les malades n'ont pas forcément. Je pense que tout le monde peut le faire si moi je peux le faire. Il ne faut pas oublier que nous autres, les anorexiques, on n'a pas les petites têtes faibles, même si le corps donne cette impression. Ouais. Vous avez le sentiment d'en être complètement sorti aujourd'hui, oui, où il y a tout à un fait. risque de rechute? Non. Fini. Fini. Ouais. À vous, madame, en 30 secondes, le mot de la fin. Je trouve très juste et très important que vous ayez rappelé en effet la notion de maltraitance, moi qui m'a beaucoup terrifiée dans les témoignages que j'ai pu lire ou voir, et de rappeler aussi cet infini besoin d'écoute, de compréhension, de recevoir, mais aussi de donner de l'amour. C'est en effet le maître mot. Écoutez, merci infiniment d'être venu participer à cette émission Théo Magazine sur l'anorexie. Vous pourrez retrouver toutes les coordonnées, tous les coordonnées des livres dont on a fait référence aujourd'hui au cours de cette émission sur notre site internet qui s'inscrit sur votre écran www.ktotv.com. Merci beaucoup, merci à vous d'être venu participer à cette émission et puis à très bientôt pour un nouveau numéro de KTO Magazine.